Dimanche et lundi, des matchs de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Et bien, on va voir tous les résultats des matchs d'Orgelès. Tiens, on va commencer avec les matchs de dimanche. Mali-Tchad, victoire du Mali par forfait, bien sûr. Également, Ghana-Sao Tomé, victoire du Ghana 3-1. Soudan 2, Afrique du Sud 0. Namibie 2, Guinée 1. Tanzanie 1, Libye 0. Tunisie 2, Guinée équatoriale 1. Le lundi, aujourd'hui, on a eu Malawi 2, Ouganda 1, Angola 2, Gabon 0. Burkina Faso 1, Soudan du Sud 0, but de Bertrand Traoré. Égypte 4, Comores 0, un doublé de Mohamed Salah. RD Congo contre la Gambie, victoire des Congolais 1-0. Togo a perdu contre le Kenya 2-1. Et puis en ce moment, l'Algérie mène au score 4-0 contre Botswana. Et puis Zimbabwe est mené par la Zambie. Voilà, bon alors quelles sont vos réactions par rapport à tous ces résultats? L'Afrique du Sud qui n'ira pas du côté de Cameroun pour cette CAN de 2022. Les Sud-Africains sont tombés au Soudan. C'est une grosse surprise, je dirais même la plus grosse de cette journée. Une équipe sud-africaine qui était habituée, l'Afrique du Sud, même on rappelle, a joué la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud a déjà été championne d'Afrique. Et voilà. Ça reste le pays du nouveau président de la CAF. Et voilà, j'y arrivais, le pays du nouveau président Patrice. Quel scandale! Motsepe ne sera pas. Et ça, ce sont les Soudanais qui ont été à la base de cette élimination. Donc, comme on le disait récemment, au niveau de certaines équipes qu'on qualifiait dans le passé de petites équipes en griffe, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. On a les Comores qui sont qualifiés et on a là le Soudan qui, certes, quand même, existe au niveau du football africain, mais par rapport aux Sud-Africains, c'est pas quand même la plus grosse équipe. Donc, c'est une équipe soudanaise qui, pour moi, vraiment a fait un grand coup là, en éliminant les Sud-Africains. Et on verra ce que ça va donner à la CAN. Moi, je note avec satisfaction le Malawi qui s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui a battu l'Ouganda 1-0, un but inscrit à la 15e minute par l'attaquant du Baroka FC d'Afrique du Sud, qui se prénomme Richard Mboulou. Grosse performance de cette équipe malawite qui se qualifie pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est une bonne chose. On sent quand même qu'il y a des équipes qui reviennent petit à petit, celles qu'on qualifiait de petites équipes qui retrouvent la compétition. Il y a un petit nivellement qui se met en place du côté de l'Afrique et c'est une bonne chose. On assiste, on voit d'autres nations qu'on n'avait pas l'habitude de voir évoluer en Coupe d'Afrique des Nations qui sont parmi les pays qualifiés et je crois que c'est la plus grande satisfaction avec bien sûr les Comores qualifiés aussi. On espère que quelques petites équipes aussi vont se qualifier, surtout dans notre poule. Il y a une nation qui est peut-être en passe de se qualifier après nous, qui est entre l'Éthiopie ou Madagascar. On va en parler un petit peu plus tard. On attendra tout à l'heure de voir, mais je suis vraiment content pour cette formation malawite. D'accord. Yellow. Le constat, il est carrément général. Il n'y a plus de petites équipes a priori. Toutes les équipes se valent. Et pour moi, le gros flop, c'est carrément l'équipe du Togo, la sélection du Togo qui est tombée face à celle du Kenya. Un but pour le Togo, 2 pour le Kenya. Ce n'est pas le Togo de Emmanuel Adebayor qu'on a connu, c'est pas le Togo des grands jours qu'on a connu face à cette équipe du Kenya là, qui a quand même posé de nombreux problèmes athlétiques et techniques à cette équipe du Togo là. Donc pour moi, le gros flop, c'est la sélection togolaise. Mais en plus, une sélection togolaise qui est avec à sa tête Claude Leroy, qui a quand même une grosse expérience de l'Afrique, qui connaît bien la Coupe d'Afrique des Nations, qui connaît bien les éliminatoires, et là, qui a été incapable de qualifier cette équipe togolaise pour la phase finale. On s'interroge bien, mais qu'est-ce qui se passe du côté du Togo pour passer à côté carrément de ces éliminatoires, alors qu'on avait la possibilité de se qualifier, parce que, si vous remarquez bien, c'est une équipe togolaise qui était dans la même poule que l'Égypte, les Comores et le Kenya. On se demande mais comment le Togo n'a pas réussi à se sortir de cette poule-là, alors que quand même, du côté du Togo, il y a des joueurs de qualité, de valeur. Je pense qu'avec aussi l'Ouganda, j'ai envie de dire, les deux pays qui font un flop, c'est le Togo et l'Ouganda, parce que l'Ouganda est une nation aussi quand même habituée à participer à la Coupe d'Afrique. On a vu les jeunes Ougandais lors de la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans, qui a fait quand même un bon tournoi. Et bon, quand on voit l'Ouganda ne pas se qualifier, on
ne comprend pas. Non, surtout pour le Togo, moi je me dis peut-être qu'aujourd'hui l'entraîneur du Togo est dépassé par les événements sur le continent. Il faut faire confiance, moi je pense, à un moment donné, il faut faire confiance aux entraîneurs qui sont sur place, qui peuvent apporter un plus à cette sélection-là. Prendre peut-être l'entraîneur ou bien le sélectionneur à prime, permettre à cet entraîneur de travailler et puis récupérer demain l'équipe première. Ça va beaucoup faire bien à cette équipe du Togo parce qu'il y a de la qualité, surtout quand vous regardez l'effectif. Alors justement, c'était ma question. Vous êtes en train d'accuser l'entraîneur. Est-ce que vous pensez que le Togo a l'effectif aujourd'hui? Quand même pour se sortir de cette Non, laissez-le répondre. Non. Il a accusé l'entraîneur. Attendez, moi j'aimerais bien... Le Togo, oui, a l'effectif. D'Osévi, on a Steve Mounier. On va dire que cette équipe-là a de la qualité. Mounier, lui, c'est le Bénin. Bénin est autant pour moi. Donc, il y a de la qualité dans cette équipe. Après, je pense que c'est à l'entraîneur aussi de pouvoir permettre à l'équipe de bien jouer. Donc, voilà, quand vous avez des joueurs qui évoluent vraiment en Europe, qui ont de l'expérience, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Donc, quand ils reviennent, il faut trouver l'harmonie. Quand l'entraîneur est dépassé par les événements, souvent... pour vous, c'est vraiment l'entraîneur, oui, hein? Non, mais au niveau du Togo, quand même, les responsabilités sont partagées. Hein. Il y a eu l'époque à Adebayor où on avait quand même de bons joueurs autour de l'ancien joueur d'Arsenal, quand même, qui a permis que voilà, cette équipe togolaise joue même la Coupe du Monde en 2006. Maintenant, derrière, est-ce que les choses ont suivi? Parce que souvent, il y a des transitions entre ancienne et nouvelle génération. Est-ce qu'on a réussi à faire cette transition-là? Est-ce que du côté du Togo, on a pensé à la génération qui devait succéder à celle d'après Adebayor? Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, même si on me dit de faire peut-être d'identifier 5 joueurs togolais, sincèrement, ça sera difficile parce que il n'y a plus cette qualité-là, hein. Il faut le reconnaître. Il n'y a plus ces joueurs de qualité-là du côté du Togo. C'est vrai, il y a des joueurs qui quand même ont des niveaux acceptables, mais ce n'est plus ce qu'on a connu dans le passé. Et pour rejoindre Dorgelès, pour être d'accord avec lui, c'est que je pense qu'un entraîneur comme Claude Leroy, pour l'instant, voilà, il ne doit plus prendre une nation africaine. D'accord. Bon, on va voir la liste de tous les qualifiés Dorgelès. Il y a d'abord le pays hôte, le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, l'Égypte, le Maroc, le Soudan, l'Algérie tenante du titre, le Zimbabwe, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Bon, il reste 4 places quand même à prendre. Là, ce ne sont pas tous les qualifiés. Il reste 4 places à prendre. Oui. Ça va être ça sera disputé jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans la poule de la Côte d'Ivoire, déjà, voilà, la Côte d'Ivoire a déjà qualifié, mais grosse bataille entre l'Éthiopie et Madagascar. Et qui est l'arbitre? C'est la Côte d'Ivoire qui sera l'arbitre entre ces deux nations. Puisque aujourd'hui, les éléphants, quand même, peuvent faire soit le bonheur d'un pays ou carrément... Aujourd'hui, nous sommes dans la meilleure des positions quand même. Parce que bien sûr, d'habitude, nous ne sommes plus dans les calculs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans... si la Côte d'Ivoire réussit à battre et que l'autre... Non, nous sommes qualifiés. Et maintenant, c'est aux Malgaches de dire... Si la Côte d'Ivoire réussit à battre l'Éthiopie et que nous, on bat le Niger, on se préqualifie. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, on s'est assuré une bonne place. Et puis bon. D'accord. Bon, puisque vous êtes dedans, on va continuer donc avec le groupe K et les éléphants donc, qui se sont qualifiés vendredi après leur victoire face au Niger 3-0. Ils ont dédié cette qualification à Sidi Diallo, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le samedi 21 novembre dernier. De retour à Abidjan, les éléphants et leurs encadreurs se sont rendus au cimetière de Williamsville. Sitôt le coup de sifflet est fini, j'ai eu une grosse pensée pour notre président regretté Sidi Diallo qui nous manque, et je voulais vraiment lui dédier cette qualification, cette victoire à l'extérieur. Et j'ai une grande pensée pour lui et je le remercierai jamais assez car c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a permis de venir ici en Côte d'Ivoire déjà en 2014-2015 et puis qui m'a permis de revenir en 2020. Donc je ne le remercierai jamais assez de me permettre de vivre cette aventure avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment une grosse pensée émue au coup de sifflet final qui allait vers Sidi Diallo.
Bon, c'est très, très, très émouvant. Hein. Ces images sont très, très fortes. Qu'est-ce que vous pensez du geste des éléphants? Très bon geste de la part des joueurs de la Côte d'Ivoire. La majorité de ceux qui composent l'effectif, quand même, est arrivé sous Sidi Diallo. Hein. Quand on prend un peu tous ceux qui sont là, quelques rares sont venus avant lui, mais bon, si on doit véritablement vérifier, je ne pense même pas que d'autres soient venus en 2009 ou en 2010. Donc la majorité de ceux qui composent cette équipe de la Côte d'Ivoire sont venus sous les Sidi Diallo et c'était normal, je pense, hein, pour eux d'aller se recueillir sur où repose actuellement l'ex-président de la Fédération. Très beau geste de Serge Aurier et de ses camarades après la qualification. Ils vont s'incliner devant la sépulture de Sidi Diallo. C'est une très bonne chose. C'est une solidarité, une considération qu'ils portent à l'illustre disparu. C'est un acte très émouvant, ce qu'on a pu voir, des joueurs en larmes qui regrettent le départ de Sidi Diallo, qui allait être fier de les voir se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme Henri Jo l'a signifié, il est l'auteur de cette ossature que nous avons aujourd'hui, parce que c'est sous son mandat que tous ces joueurs sont arrivés, et même Sébastien Haller, qui vient tout fraîchement d'arriver. Tout ça porte la griffe, la patte de Sidi Diallo, et je crois que ils l'ont honoré doublement en se qualifiant et puis ensuite en allant s'incliner devant sa tombe. Je pense que c'est quelque chose de bien. Merci à Serge Aurier et à ses partenaires d'avoir fait ça. Yellow, il y avait beaucoup d'émotions. Hein? Oui, et je pense que c'est un devoir de mémoire parce qu'on se rappelle tous l'émotion qu'avait suscité l'annonce du décès de feu président Sidi Diallo sur les réseaux sociaux. On a vu sur les différents comptes des joueurs qui n'avaient pas pu se déplacer, certainement à cause des restrictions par rapport au voyage. Mais quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont tenu à honorer l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Et comme on l'entendait très souvent, au-delà même des relations professionnelles, certains le décrivaient comme un père qui était à l'écoute de tous. Donc pour moi, c'est un hommage qui a été mérité. D'accord. Alors ce mardi, la Côte d'Ivoire affronte l'Éthiopie pour la dernière journée de ce groupe K. Les éléphants déjà qualifiés auront un rôle important. Hein. Vous avez commencé à nous l'expliquer, mon cher Henri Jo, dans le duel à distance entre l'Éthiopie et Madagascar. Est-ce que Patrice Baumel doit aligner une équipe expérimentale ou bien est-ce qu'il doit garder son équipe type? Donc je laisse. Expérimental pour moi, parce que tout le monde n'a pas joué. Il y a des joueurs qui sont là, ils sont pétris de talent. Nous sommes déjà qualifiés. Le plus important, c'est ça. Il faut faire reposer les cadres et puis permettre à ceux qui n'ont pas encore joué de pouvoir avoir du temps de jeu, se mettre au diapason, prendre la température de cette sélection nationale-là, essayer, surtout pour moi, un autre système à part le système qu'on a aujourd'hui. Vous avez des garçons qui vont vite devant. Jean-Yves Kwasi, qui n'a pas encore joué. Dans les perches, la dernière fois, on a parlé de Bowo, mais vous avez Tapé qui est là, qui ne joue pas. Pour moi, dans l'ensemble, il faut faire changer cette équipe. On est qualifié, il faut carrément changer l'équipe, faire jouer ceux qui n'ont pas encore joué, surtout mettre de la fraîcheur, de la jeunesse, pour leur permettre tout simplement de pouvoir s'intégrer maintenant, parce qu'après la qualification, il faut aller jouer. Et pour pouvoir aller jouer, il faut que tout le monde soit concerné par la sélection nationale. Je pense que c'est l'occasion de changer. Alors, lors du récent match, quand même, il y a eu, puisque actuellement, il y a 5 remplacements qui sont autorisés, ouais. Donc 11 plus 5, nous étions à 16 joueurs quand même qui ont pris part au match. Donc, il reste encore 10 qui n'ont pas vraiment pu évoluer avec l'équipe nationale. Et sur les 10, vous avez 2 gardiens. Donc, déjà, pour les joueurs de champ, il reste 8. Donc, je pense que l'entraîneur, quand même, peut permettre à ces 8-là de pouvoir jouer. Mais il faut garder quand même une bonne ossature. Parce qu'on se souvient que les Éthiopiens nous ont battus au match aller. Et il faut laver cet affront-là du côté d'Abidjan. Oui, non, ça fait rigoler, mais il faut le faire. On a été battus et il faut les battre ici. Comme on le dit, pour montrer que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football. Donc, d'abord, il faut laver cet affront-là. Donc, d'abord, composer une bonne équipe, c'est vrai, avec quelques petits changements apportés par rapport à l'effectif qui a disputé le match précédent. Mais quand même, il faut constituer une bonne équipe. Et puis, comme Douglas l'a dit, permettre aussi à certains qui n'ont pas pu jouer de connaître cette sélection-là.
ou de jouer de longues minutes, comme Amad Diallo, comme Jean-Efra Kouassi, et comme les mêmes Fousseni, il peut continuer. Voilà, il a livré son premier match, là il peut continuer et essayer d'autres choses aussi. Bon, alors, à votre avis, qui de Madagascar ou de l'Éthiopie va se qualifier? Voilà. Et ça, c'est à moi que vous posez cette question. Quand même. Alors, quand je regarde, l'avantage est pour Madagascar. Parce que Madagascar est à domicile. Madagascar reçoit le Niger, l'antenne rouge de cette poule. Madagascar a la possibilité de faire un bon résultat. Mais attention, ne sait-on jamais. Quand on a cette forte pression, parfois on passe à côté de son match. Et je crois que c'est à ce niveau-là que Madagascar devrait véritablement se méfier. Mais j'aimerais bien voir l'Éthiopie partir avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'aimerais bien voir l'Éthiopie aller à la CAN. On a vu là les Comores, on a vu Malawi qui revient après 2010. Eh bien, pourquoi pas Éthiopie aussi aller à la CAN. Et l'équipe d'Éthiopie peut perdre face à la Côte d'Ivoire, mais se qualifier parce que Madagascar aura fait match nul à la maison. Ça peut arriver. Yellow. Bon, nous, on est déjà qualifiés. Madagascar est avantagé par rapport à l'adversaire. Ils ont déjà rencontré le Niger qu'ils ont battu de 6-2. Donc, ils connaissent déjà cette sélection-là par rapport à l'Éthiopie qui va croiser un gros morceau. Et comme l'a dit Henri Jou, on ne compte pas se laisser faire. Donc, je pense que Madagascar est avantage. Non, mais tout de suite, je dirais Madagascar. Parce que déjà, avec le contentieux qui existe entre nous et les Éthiopiens, il va falloir... Voilà, vous avez la dent dure. Oui, effectivement. Il va falloir régler ça rapidement parce que nous avons... Moi, personnellement, je n'ai pas bien accueilli cette défaite. Mais ça se voit. Voilà. Et il faut laver l'affront. On croit comprendre ça. En le faisant, ça laisse la porte ouverte du côté du match entre Madagascar et le Niger. Et maintenant, ça sera aux Malgaches quand même d'assurer le coup. Parce que si les Ivoiriens réussissent à battre ou on va battre les Éthiopiens. Voilà. Et derrière, ils se font accrocher. Finalement, ça n'aurait servi à rien, cette victoire des éléphants sur eux. Donc, je dirais Madagascar doit accompagner la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça me rappelle la situation de la Côte d'Ivoire en 2005 pour la qualification pour la Coupe du Monde, où l'Égypte joue franc jeu. Et cela permet à la Côte d'Ivoire d'aller se qualifier. Bien sûr. D'accord, merci. Allez, le mot de la fin pour Madagascar, parce que pour l'instant, on va dire le Niger, c'est 3 buts marqués, 13 buts encaissés. Et Madagascar, 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc, ça peut tenir. Aïe. Donc, Madagascar. Et bon de faire. Il faut qu'on se... Madagascar. Il faut qu'on... D'accord. On va regarder ça, c'est pas grave. On va prendre ça comme ça. Merci beaucoup. Belle intervention, merci. Très belle. Vous nous referez la même. OK, merci. Allez, on va marquer une toute petite pause. Oui, on va se retrouver juste après la publicité. Et après, on va se faire un petit débrief de cette première journée de la Ligue 1 Lonassi. Et notre question LGT, oui, elle va arriver à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première journée? Est-ce que c'était une journée qui avait un bon niveau? Bon, vous serez invités à nous téléphoner en direct, à intervenir en direct dans la grande team au 27 21 59 93 99. Et puis on n'oublie pas un très très beau sujet sur Willy Brassiano, un sujet réalisé par Henri Jou. Ce sera à suivre dans quelques instants. À tout de suite.